Je vous raconte aujourd'hui cette histoire française sordide où des étudiants se sont inspirés de la série Breaking Bad pour tuer. Âme sensible, s'abstenir. Fin d'année 2015, à Toulouse, les pompiers sont appelés par une maman très inquiète. Cela fait plusieurs jours qu'elle n'a plus de nouvelles de sa fille. Au début, elle ne s'est pas plus inquiétée que ça, car lors de leur dernière conversation, elle s'était un peu fâchée. Sauf que là, ça fait une semaine. Et connaissant sa fille, ça commence à faire vraiment long. Elle vient de faire 1h30 de route pour toquer chez elle et personne ne répond. Et ses amis non plus n'ont pas de nouvelles. Eva Bourseau a 23 ans. Elle est étudiante en histoire de l'art et comme tous les jeunes de son âge, elle est tout le temps sur les réseaux sociaux. Sauf que là, elle ne s'est pas connectée depuis une semaine. Elle avait prévu d'aller à un festival de musique en Croatie, donc personne n'a vraiment donné l'alerte. Après quelques jours de silence, ses amis commencent à la relancer, à lui envoyer des messages, à se concerter les unes avec les autres, afin de savoir si quelqu'un a eu de ses nouvelles. Anaïs, sa meilleure amie d'enfance, a même essayé de passer à son appartement quelques jours plus tôt, mais sans succès. Où a-t-elle bien pu passer? Eva Bourseau a-t-elle décidé de faire une petite déconnexion lors de son voyage sans prévenir personne ou faut-il vraiment s'inquiéter? Les pompiers débarquent assez rapidement à l'appartement d'Eva. Elle vit dans un petit 2 pièces au dernier étage d'un immeuble situé dans l'un des plus grands quartiers étudiants de la Ville Rose. Eva adore son appartement. Elle y passe beaucoup de temps, elle invite souvent des amis pour des petites soirées parce que c'est une fille très sociable qui profite à fond de la vie. Les pompiers vont voir le voisin du dessous, mais il déclare que ça fait quelque temps qu'il n'a rien entendu. Il souligne cependant qu'une odeur étrange se dégage parfois dans les parties communes de l'immeuble. Il n'en faut pas plus pour que les pompiers décident d'entrer chez Eva afin de voir ce qu'il se passe là-dedans. La porte est totalement bloquée, donc ils sortent l'échelle pour accéder au toit. La manœuvre est assez compliquée, mais ils réussissent à rentrer grâce à un Velux qui a une petite ouverture. Ils passent par là et font une découverte très spéciale qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. L'appartement est très propre. Les gendarmes voient de suite que la serpillière a été passée assez récemment. Mais une première chose étrange, il y a une dizaine de sacs poubelles remplis d'affaires, comme si un déménagement était en cours. Alors que rien ne laisse à penser qu'Eva avait ce projet, ou alors elle n'avait prévenu personne. Détail encore plus bizarre, les pompiers voient que la chambre est calfeutrée de l'extérieur avec du ruban adhésif. Un pull a aussi été soigneusement posé le long du bas de la porte. Bon, là, ça commence vraiment à être bizarre. Ils accèdent à la chambre et à première vue, rien à signaler. C'est aussi propre que dans le séjour. Un détail attire cependant l'attention, il n'y a pas de drap sur le lit. Au bout, ils remarquent une petite caisse en plastique, grande, disons, comme une panière à linge. Il y a des bombes anti-insectes et du désodorisant posés dessus. Ils les enlèvent, ils soulèvent le couvercle et là, vision d'horreur, un corps est dedans. Leur premier réflexe, c'est d'éloigner la mère d'Eva pour qu'elle ne voit pas ça. Le deuxième réflexe, c'est bien sûr d'appeler la police et le médecin légiste. Une enquête doit être faite car ça ressemble clairement à un homicide. Un corps dans une boîte fermée, ça ne peut pas être un suicide. Le médecin légiste arrive sur place mais doit attendre que les enquêteurs terminent d'explorer les lieux. Il patiente du coup dans le salon et découvre dans l'un des sacs poubelles un pied de biche. Il y a une matière étrange au bout et grâce à ses connaissances, il sait que c'est de la chair humaine en décomposition. Il alerte directement les enquêteurs pour qu'ils gardent ça précieusement. Lorsqu'il peut enfin se mettre au travail, sa première mission est de trouver un signe distinctif pour identifier le corps. Est-ce vraiment Eva Bourseau qui est dans cette caisse? La tâche n'est vraiment pas facile, car le corps est complètement recroquevillé et il veut le toucher le moins possible en attendant qu'il soit transporté à la morgue. Il arrive tout de même à découvrir un tatouage en forme de chouette au niveau de l'aine. Plus aucun doute, la mère confirme ce signe distinctif, c'est bien Eva Bourseau qui vient d'être retrouvée morte dans son appartement. Le médecin légiste donne donc l'autorisation de retirer le liquide, mais de le stocker afin qu'il puisse l'analyser. En parallèle, la PJ inspecte les lieux plus en profondeur et retrouve des traces de sang partout dans l'appartement. C'est une véritable scène de crime très violente qui a tenté d'être masquée. C'est maintenant une certitude. L'autopsie confirmera totalement cette version. Le médecin légiste voit tout de suite que ce massacre date de plusieurs jours. Le corps est trop décomposé pour que ce soit récent. Eva Bourseau a en plus de ça de multiples traces, notamment au niveau du visage et le nez cassé.
Son crâne comporte aussi une fracture de chaque côté. C'est très difficile pour le médecin légiste de tout reconstituer car dès qu'il touche un os, il s'effrite. Il n'a jamais vu ça auparavant. Il s'aperçoit aussi rapidement qu'il manque certaines parties du corps, dont un bras par exemple. En analysant le liquide présent dans la caisse, il se rend compte qu'il s'agit d'acide chlorhydrique. C'est un procédé bien connu et très utilisé par la mafia italienne par exemple. Mais bon, là, il se rend compte qu'on est plus face à un meurtre façon Breaking Bad. Eva Bourseau a clairement vécu le pire. Mais qui a pu commettre une chose pareille? L'enquête est lancée et la police judiciaire est bien déterminée à faire le nécessaire pour apporter des réponses à la famille d'Eva et à ses amis qui en ont bien besoin pour faire leur deuil. Pour eux, ça n'a pas de sens que quelqu'un puisse s'en prendre si violemment à Eva. C'est une personne intelligente, drôle, gentille, cultivée. Elle fait toujours bonne impression, peu importe où elle se trouve. Elle a une vraie intelligence émotionnelle et a une grande facilité à créer des liens avec les autres. Sans parler de son physique, Eva est une très belle femme, une grande brune, aux yeux bleus. Elle a quitté le foyer familial à 19 ans pour ses études et elle était connue pour faire un peu la fête. Comme quelques étudiants, il lui arrivait de prendre un peu de drogue pendant certaines soirées. Mais ces derniers temps, sa consommation avait pas mal augmenté et elle se remettait énormément en question à cause de ça. Elle était un peu perdue et ne savait pas trop où ça allait l'amener. La veille de sa disparition présumée, Anaïs, sa meilleure amie d'enfance, avait dormi chez elle et Eva s'était beaucoup confiée à ce sujet. Elle voulait mettre un peu de côté ses études et retrouver sa famille pour repartir sur des bases plus saines. Elle avait conscience qu'elle n'allait pas bien et avait besoin d'aide. En fouillant dans le téléphone d'Eva, les enquêteurs découvrent une descente aux enfers bien plus grave que ce qu'elle abordait avec ses amis. En plus d'avoir une consommation excessive, Eva Bourseau s'était lancée dans le deal et certains de ses clients lui devaient 6 000 €. Elle commençait à paniquer, ne voyant pas l'argent entrer. Si des clients lui doivent de l'argent, elle en doit automatiquement à son fournisseur. Cette piste est très sérieuse pour les policiers qui essaient par tous les moyens de remonter à cette fameuse personne. Et de fil en aiguille, voilà qu'on a un premier suspect, le fournisseur d'Eva. Il s'appelle Guillaume, dit le Chinois. Il n'est pas connu des services de police et il a un casier vierge, mais c'est bien lui à la tête du réseau. Alors, est-ce que c'est le Chinois qui a tué Eva Bourseau parce qu'elle avait une dette envers lui? En parallèle, un jeune homme prénommé Taha Mrani se présente spontanément au commissariat. Il sait des choses sur le meurtre d'Eva Bourseau et il veut en parler. Ouvrez grand vos oreilles car on est sur l'un des moments clés de l'enquête. Taha, c'est un gars sans histoire, un petit génie des maths. C'est un expatrié qui vient d'une grande famille marocaine. Il est arrivé en France pour ses études après avoir obtenu son bac S avec mention très bien. Il a raté son entrée à Polytechnique de 0,25 points, mais il est entré dans une autre grande école sur Toulouse. Bon, pour lui, c'est un échec. Mais sur le papier, ça reste très prometteur. En étant aussi brillant, il a clairement un avenir prestigieux tout tracé qui l'attend. Sauf que ce qu'il va raconter au commissariat va anéantir tout ça. Taha explique aux enquêteurs que c'est son ami Zakaria Banouini qui a tué Eva Bourseau. Il a appelé en renfort une fois qu'il avait commis le pire et Taha l'a aidé à s'occuper du corps. Selon lui, Zakaria a frappé Eva jusqu'à lui donner la mort. Quand Taha est arrivé sur les lieux, il raconte qu'il a vomi de dégoût tellement c'était dur pour lui, mais qu'il ne se voyait pas abandonner son ami. Il a dit que le bain d'acide, c'était son idée. Il a de suite pensé à la série Breaking Bad. Son but, décomposer le corps, puis faire croire à une fugue, d'où les sacs poubelles remplis d'affaires. Ils sont venus pendant une semaine ensemble ajouter de l'acide dans la malle. Lors de ses explications, Taha est bouleversé et a énormément de mal à trouver ses mots. Les policiers le laissent finir tout ce qu'il a à dire, puis ils partent chercher le fameux Zakaria, ainsi que le Chinois. Ils veulent interroger tous les suspects. C'est Zakaria qui est interrogé en premier, et vous vous doutez bien qu'il offre une toute autre version. Mais avant de découvrir ce qu'il a à dire, laissez-moi vous le présenter. Zakaria Banouini, c'est aussi un étudiant brillant qui a eu son bac S avec mention bien. Lui aussi a un bel avenir devant lui, au vu de ses résultats scolaires. Mais un événement va le traumatiser. C'est la fin de l'année de terminale et Julien, un ami de sa classe, l'appelle la veille d'un examen pour avoir une calculatrice car il a perdu la sienne. Zakaria se moque de lui et dit qu'il ne lui prêtera pas. En réalité, le lendemain matin, il lui a bien amené l'objet tant convoité. Sauf que Julien ne viendra jamais car il s'est pendu. Zakaria culpabilisait énormément de cette situation, même si les raisons du suicide étaient tout autres. C'est avec le cœur lourd qu'il est ensuite allé en prépa. Mais mentalement, il avait beaucoup de mal à faire face. Et puis, la quantité de travail demandée a été très dure pour lui. Ses résultats n'étaient pas à la hauteur de ses attentes, même s'il s'en sortait quand même très bien. Les mauvaises notes en prépa, tout le monde y a droit. C'est pendant cette période qu'il a rencontré Taha d'ailleurs. Ils se sont parlé pour la première fois à la bibliothèque universitaire. Entre leurs origines et leur passion commune pour les maths, ils ont tout de suite accroché et se sont trouvés plein de points communs. Il voit Taha comme son grand frère, son mentor. Ils passent toutes leurs journées ensemble. Ils sont inséparables tous les deux.
Zakaria est du coup profondément choqué par les aveux de Taha, mais il confirme qu'il est bien impliqué dans le meurtre d'Eva Bourseau. Cette fille, ils l'ont rencontrée il y a quelques mois et ils sont même devenus amis avec elle. Ils ont fait plusieurs soirées ensemble et se fréquentent régulièrement. Par contre, c'est faux. Il n'a pas fait ça tout seul. Taha était bien là du début à la fin. Ils ont tout organisé ensemble. Alors, qui dit la vérité? Le Chinois va-t-il trancher entre ces deux versions? C'est ce qu'espèrent les enquêteurs en l'interrogeant. Mais rien de concret ne ressort de cet entretien. Son avocat est l'un des pénalistes les plus connus chez les trafiquants de drogue. Il connaît et a défendu les plus dangereux dealers du secteur. Là, il voit bien que le Chinois ne fait pas partie de cela. Il clame de suite son innocence. L'avocat dit même qu'il ne se rend pas compte de la gravité de l'histoire. Il ne comprend pas vraiment dans quoi il est impliqué à ce moment précis. Lui, c'est un petit étudiant d'école de commerce et son truc, ça a été de mettre en place un trafic loin des quartiers chauds. Mais on est bien loin de l'histoire de meurtre qui nous intéresse. Malgré ça, ils sont tous les trois mis en détention en attendant que l'enquête avance. Quelques mois plus tard, la juge d'instruction décide de les convoquer ensemble dans son bureau. Elle est décidée à les faire parler et à avoir enfin la vérité sur ce mystère qui ne se résout pas. À ce moment-là, le Chinois est mis hors de cause et est définitivement innocenté. Reste à savoir qui a fait quoi entre Taha et Zakaria qui se renvoient la balle. Mais à ce moment-là, Taha change son discours et avoue être là depuis le début. Il confirme qu'ils ont organisé ça car ils avaient besoin d'argent pour leur consommation personnelle. Ils s'entraînaient l'un l'autre vers le bas et consommaient toutes sortes de drogues avec excès. Ils étaient devenus de vrais toxicos et il n'y avait plus que ça qui comptait pour eux à ce moment-là. Ils savaient qu'Eva dealait et avait des espèces chez elle. Ils voulaient la cambrioler pour obtenir son argent, mais ça a mal tourné. Par contre, il maintient que c'est Zakaria qui a donné la mort à Eva Bourseau en l'étranglant. Et évidemment, Zakaria dit l'inverse. Selon lui, c'est Taha qui l'a tué avec le pied de biche. Aucun des deux ne veut avouer. Afin d'établir une bonne fois pour toutes les rôles de chacun, la police judiciaire organise une reconstitution du meurtre. Ils se retrouvent donc tous les deux dans l'appartement d'Eva où rien n'a bougé. Alors que les enquêteurs s'attendent à vivre une reconstitution remplie d'émotions et de regrets, il n'en est rien. Taha et Zakaria sont très froids et semblent complètement détachés de la situation. Ils refont la scène à maintes et maintes reprises pour expliquer ce qui s'est réellement passé. On apprend donc que le jour du meurtre, il est 22 h quand ils sonnent chez Eva. Elle répond, mais eux ne disent rien. Ils prennent la fuite. Ils veulent qu'elle ne soit pas chez elle pour pouvoir prendre l'argent tranquillement. Ils reviennent vers 1h30 du matin en espérant qu'elle soit partie. Mais elle est encore là. Équipée d'un poing américain et d'un pied de biche, ils décident de monter et passent finalement la nuit avec elle à consommer toutes sortes de drogues. Là, l'un comme l'autre se disent que le plan, ce ne sera pas pour ce soir. Il est 6 h du matin, Eva est fatiguée et leur demande de partir pour dormir un peu. Quand ils s'en vont, Taha et Zakaria commencent à s'engueuler. Ils se reprochent l'un l'autre de ne pas avoir eu le courage de l'attaquer pour récupérer l'argent. Finalement, ils prétextent avoir oublié leur clé pour remonter. Zakaria passe en premier et se sert de son poing américain pour mettre plusieurs coups au visage d'Eva. Elle panique, ne comprend pas trop ce qui se passe, elle court, il les rattrape et lui donne de nouveaux coups. Elle essaie de se rapprocher de Taha pour avoir du soutien, mais il lui demande seulement où est l'argent. Elle dit que c'est à côté du fauteuil, mais ils ne parviennent pas à mettre la main sur cet argent. Énervé, Taha explique qu'il donne plusieurs coups sur la tête d'Eva avec son pied de biche. La reconstitution aura été utile. C'est la première fois qu'il avoue avoir frappé la victime et lui avoir mis les derniers coups. Taha et Zakaria ont donc bien fait ça en binôme, du début à la fin. Et le pire dans tout ça, c'est que le médecin légiste est formel. Eva Bourseau n'est pas morte de ses coups, mais par asphyxie. Ça veut dire que si l'un des deux avait été pris de remords et qu'il avait contacté les secours, Eva aurait pu être sauvée à ce moment-là et serait encore vivante aujourd'hui. La suite, on la connaît. Elle ne s'est pas vraiment passée comme ça. Les deux ont déplacé le corps pour l'enfermer dans une malle en plastique, puis sont allés acheter des litres d'acide. Ils sont passés discrètement plusieurs fois à l'appartement en tentant de faire disparaître le corps et ont masqué les odeurs avant que celui-ci ne soit retrouvé par les pompiers. Le procès aura lieu quelques années plus tard. Et c'est la perpétuité qui sera requise. Les avocats insisteront lourdement sur le fait que ce ne sont pas profondément de mauvaises personnes, mais qu'ils ont agi cette soirée-là comme de mauvaises personnes. Ils mettront aussi beaucoup l'accent sur la drogue. C'est cette consommation excessive qui leur aurait fait perdre pied. Finalement, Zakaria écope d'une peine de 25 ans de prison. Taha, lui, aura 30 ans de réclusion. Les deux ont choisi de ne pas faire appel et ils sont toujours derrière les barreaux à ce jour. En prison, Taha a réussi à obtenir sa licence de mathématiques, tandis que Zakaria a complètement changé de voie et s'est lancé dans la menuiserie. Que pensez-vous de cet homicide digne des plus grands films? Selon vous, ces peines de prison sont-elles suffisantes? Réussiront-ils à se réintégrer après avoir commis le pire? J'attends vos retours en commentaire et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau dossier sensible.